Bonjour à tous, c'est Chokran Katir de nous retrouver pour cette ultime et dernière édition de la semaine de Presse à la Une. Ce n'est pas la dernière éternellement, non, c'est simplement la dernière de la semaine. Vous savez, Presse à la Une, c'est tous les jours de lundi à vendredi sur For You Télévision. Bonjour, Alain Billon. Alain, vous êtes le directeur de publication du journal de l'hebdomadaire, du bi-hebdomadaire Afrique en marche. Bonjour. Bonjour Madame Antirécis. Je dis bonjour à vos millions de téléspectateurs. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve ce matin sur votre plateau pour parler des choses qui concernent justement la construction de notre chère Afrique et beaucoup plus de notre cher et beau pays, le Cameroun. Vous voyez, je suis très content ce matin. Je n'ai pas de bonnes nouvelles, mais nous voyons que les choses sont en train d'avancer. Très bien. Au niveau de notre continent, parce que nous parlons ici, certains nous écoutent ailleurs et comprennent ce que nous disons. Merci pour l'accueil très chaleureux ce matin. Vous êtes très belle avec votre, comment on appelle ça, votre foulard, oui. Très bien noué ce matin. Le foulard africain. Ah, voilà. Vraiment, la femme africaine est belle. Merci. Chokran Katir. Eh bien, pour évoquer les choses d'une Afrique libre, d'une Afrique debout et en marche, eh bien, nous serons également en compagnie de Pierre Claver-Nkodo, directeur de publication de Horizon Nouveau et de African First Crown. Bonjour, DP. Bonjour ma chère amie, bonjour à mon binôme de toujours, un bonjour spécial à nos milliers de téléspectateurs dans le monde au-delà. Naturellement, c'est le même plaisir qu'on se retrouve dans le cadre de ce programme qui est d'ailleurs le dernier de la semaine. Oui. Alors, effectivement, Presse à la Une, c'est donc la dernière de la semaine, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas la dernière, on ne mettra pas la clé sous le paillasson. Non, c'est simplement que quand on arrive à vendredi, eh bien, on procède à la dernière édition de Presse à la Une. Aujourd'hui, donc, pour ce qui est des thèmes, eh bien, avant de rentrer dans la revue de la presse, nous évoquerons le maréchal Kaka qui a brisé le silence avec une déclaration sur laquelle nous reviendrons lorsque le moment sera venu. Ensuite, nous parlerons donc de la méthode Sonko Diomaye qui inquiète et face au retrait de l'AES, et puis donc on évoquera la réinvention de la CEDEAO face au retrait des pays de l'AES. Mais pour le moment, voici la revue de la presse. Alpha Echo ne manque pas de titrer pour ce vendredi 10 janvier 2025. Alpha Echo titre donc Sommet Afrique puissance mondiale, 2 poids, 2 mesures. Transport aérien, Camerco fait son coming back dans le ciel européen. La compagnie aérienne nationale camerounaise a récemment franchi une étape significative en étant officiellement retirée de la liste noire des compagnies interdites de l'espace aérien européen. Vous allez donc lire ce revirement de situation en page 4. Recettes douanières, 1,144 milliards de francs CFA attendus en 2025. Le ministère des Finances, MINFI, prévoit des recettes douanières s'élevant à 1,144 milliards de... c'est quoi déjà ? 1144 milliards de francs CFA pour l'année 2025. Ça en fait un chiffre. Et puis les rencontres régulières entre les pays africains et les puissances mondiales semblent donc se retrouver à Alpha Echo. Et on enchaîne avec l'économie qui n'est pas en reste, l'économie qui titre donc au port autonome de Douala, ce qui a changé avec la nationalisation du terminal à conteneurs. Après 5 ans de gestion par les Camerounais, les résultats obtenus sont palpables. De nouveaux investissements sont annoncés. Recettes 1144 milliards de francs CFA attendus donc de la douane en 2025. Exploitation forestière, la taxe d'abattage revue à la baisse et puis marché financier. ACEP Cameroun émet un emprunt obligataire de 5 milliards de francs CFA. Rendez-vous en page 7. La voix des entreprises se fait entendre ce jour. Oui, le jour d'abord, le jour se fait
se fait ressentir. Prime de modernisation à de la recherche. Les paiements effectifs dès ce lundi. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo, annonce le début des virements le 13 janvier prochain. Afriland First Bank lève 37,5 milliards de francs CFA pour financer les PME. Mairie du Cameroun, une fondation pour aider les populations. Vous lirez donc cette fondation qui va aider les populations en page 7. La voie des entreprises en orbite, expansion du commerce intra-africain, AGL, acteur majeur de la transformation à travers des solutions logistiques innovantes, financement des PME, Afriland First Bank obtient un prêt de 37 milliards de francs CFA de la SFI. Industrialisation, ces secteurs qui vont contribuer à relever la croissance économique du Cameroun en 2025. Arnaud Diatza, un talent confirmé à la tête de la stratégie éditoriale et marketing. On enchaîne avec les mutations qui se font dans Presse à la Une ce matin. Affaire Redac, couloir diplomatique. Le ministre de l'administration territoriale a accordé ce sujet. À ce sujet, oui, une audience groupée mercredi à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et au haut-commissaire du Canada et de Grande-Bretagne. La gouvernance. Bon, ils ont écrit la gouvernement, heureusement. Bon, enfin, heureusement que j'ai fait attention. Le gouvernement peut-il lâcher du lest en cette année électorale où circulent moult thèses complotistes? La question est posée en page 9. Paiement de la prime de recherche, Famdongo désamorce la grogne. Autoroute Yaoundé-Douala, ça discute sur les indemnisations. Cameroun Tribune, donc à la une de Presse à la Une, ce matin du 10 janvier 2025. Vœux 2025, Paul Biya ouvre le bal. Le président de la République reçoit ce jour les vœux de Nouvel An du corps diplomatique accrédité au Cameroun et ceux des corps constitués nationaux. Lire le communiqué officiel et le programme de la cérémonie en page 2 et en page 3. Malades mentaux, près de 1000 patients pris en charge depuis 4 ans. Des personnes atteintes de maladies mentales et errantes à Yaoundé sont accueillies au village de l'Amour dans le cadre d'une campagne de prise en charge initiée par la communauté urbaine. De nombreux malades ont recouvré la santé et sont rentrés en famille. Rendez-vous en page 15. Le Messager se fait donc le porte-voix ce matin. Malentendu familial, Joseph Owona divise les Owona. Aux sources, un hommage posthume funéraire à l'immortel, mais qui vire en une polémique au sujet de la création et l'opportunité d'une fondation à la mémoire du savant et du maître. Vous lirez donc cette scabreuse histoire en pages 6 et 7. Jean-François Nguégan, le dernier cours du grand prof. Bagno, des bourses pour 186 bacheliers et puis allocation pour la recherche. Rendez-vous au guichet le 13. Le ministre d'État Minesup annonce le début des virements le 13 janvier prochain. Quotidien Sud, on est donc au Sénégal. Éducation inclusive des filles. La première dame s'engage. Walf, donc, à la suite de Quotidien, Walf, c'est également un quotidien, déclin de la formation politique de Macky Sall, APR, une mort programmée. La non-structuration et la présidentielle ont eu raison du parti Farba, le nouveau maître. Enquête titre à sa une, tension sur le marché, équation complexe pour Diomaye Sonko. Et puis l'appel de Marie Konefay, le Tchad bascule dans la tourmente. La dépêche se met donc en orbite dans Presse à la Une. La dépêche titre Direction générale de la SIRH. Saliou Samb, limogé malgré son soutien au PASTEF. Ndindi, le centre de formation enfin électrifié. Les échos s'enchaînent donc dans Presse à la Une. Député de la Seine, Saint-Denis, Aliou Diouara, avocat des minorités et des quartiers populaires. Diomaye écoute Barth, Sonko chargé de surveiller Diania. Terral, oui, on est donc à la une de Terral, oui, avant de revenir aux échos, voilà. Donc Terral, titre, le maréchal Kaka brise enfin le silence et dit « Les assaillants voulaient me vitrifier ». Alors, suite à l'attaque perpétrée hier nuit par un groupe des individus mal intentionnés contre la présidence de la République,
Je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes héroïquement tombées, armes à la main, et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais également rendre un vibrant hommage pour la réactivité, la bravoure et le professionnalisme dont ont fait montre ces vaillants soldats dans la défense de la première institution de la République. J'exprime ma gratitude quant au soutien massif et instantané exprimé par le peuple tchadien à travers ses forces vives, mais aussi le soutien du pays amis et frères qui ont réagi face à cette tentative de déstabilisation. Il revient maintenant à la justice d'établir les faits, situer les responsabilités et appliquer toute la rigueur de la loi. Les assaillants de cette vaine tentative visant à me vitrifier, mais ils ont été vitrifiés par la vaillance, la vigilance et le courage de la garde présidentielle. Et on enchaîne avec l'AS, voilà l'AS qui titre « La méthode Sonko Diomaye inquiète ». 5 sur 5, j'espère que vous nous recevez 5 sur 5 chez vous. On est toujours au Sénégal, en Côte d'Ivoire. 5 sur 5, donc, le titre nomination controversée, PASTEF rattrapé par le virus du système. Présidentielle de 2019 et 2024, avenir du PDS. Karim Wade, icône des rendez-vous manqués à l'épreuve du projet. Et puis, il y a 10 ans, quand Macky Sall marchait pour soutenir Charlie Hebdo. Sidoya, on est donc sur la terre des hommes inter que vous avez entendu. Oui, on est au Burkina Faso pour ce quotidien Sidoya. De ce vendredi 10 au dimanche 12 janvier 2025. Eh bien, coopération Burkina Faso, un nouvel élan pour booster le développement. On est donc au Tchad maintenant. Al-Ouida. Pour son premier titre, eh bien, la Russie condamne fermement l'attaque terroriste contre les dirigeants légitimes du Tchad. Moscou condamne fermement l'attaque terroriste contre les dirigeants légitimes de la République du Tchad, selon une déclaration. On reste au Tchad avec toujours Al-Ouida. Ces informations qui nous parviennent du Tchad, effectivement, nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Dixit, le ministre d'État, porte-parole du gouvernement. Alors, Africa 24 s'enchaîne donc et se met en orbite. Africa 24 titre. Je vais retrouver. Alors, Africa 24 revient donc sur le phénomène des Koulouna. Et RD Congo, plusieurs jeunes bandits urbains condamnés à la peine capitale. La République démocratique du Congo, en abrégé RDC, fait face à une montée du banditisme urbain, notamment dans la capitale, Kinshasa. Et on enchaîne avec le sursaut titre donc présidentiel 2025. Ouattara dit sans dire. Il cite « Je peux aussi vous rassurer que… » Un destin à la Houphouët-Boigny, peut-être. C'est donc là la question. Un appel à l'action immédiate au ministre des Transports. Il faut une transformation de la mobilité à Abidjan. Et puis Alassane Ouattara nomme la première femme DGA. Joël Nguessan, RHDP, parle. Un sachant raconte la vraie histoire du RDR. Voilà ce que vous pouvez donc lire à la une du Sursaut. Puis on termine avec donc cette dernière heure. La dernière heure du Monde titre. Voici pourquoi Ouattara hésite à annoncer sa candidature. L'homme fort du RHDP, se souvient-il, de son conseil à Mugabe en 2017. Et puis Afrique de l'Ouest, par le professeur Prao Séraphin, qui est le président du LDCI, face au retrait des pays de l'AES, la CEDEAO doit se réinventer. Ces 4 hypothèses relatives au lendemain de l'institution régionale. PDCI-RDA, le cercle des loups réclame la libération des 3 militants. JPDCI. L'opposition dénonce le mutisme de la CEDEAO. Et puis, on sort donc avec San Pedro Commerce, plus de 15 tonnes de produits saisis et incinérés. Retour au calme en Djamena, district des Lacs, la construction du foyer des jeunes de Benanou annoncé. Et c'est donc avec la chronique de Konebali Silence, le RHDP se fait harakiri, qu'on sort de la revue de la presse de ce 10 janvier 2025. Oui, Alain Billon, vous avez quelque chose à dire? Oui, après votre belle brillante revue de presse, je vous remercie. Il y a une qui a attiré notre attention. Oui. C'est la une du journal Mutation. Très bien. Justement, oui. Qui revient sur l'affaire du REDAC. Oui. Et que le ministre de l'administration territoriale a reçu. Qu'il a reçu, oui. Justement les ambassadeurs des États-Unis, et les hauts commissaires du Canada et oui. Puis de la Grande-Bretagne. Oui. Il faut dire que ces pays sont ces pays que nous venons de citer sont des pays partenaires du Cameroun.
et que le Cameroun, c'est un pays indépendant, libre. Et le problème du REDAC devrait être pris sous plusieurs prismes. C'est une organisation non gouvernementale dont les autorités camerounaises estiment qu'elle ne produit pas suffisamment de rapports et dont elles soupçonnent de certaines pratiques. Mais il ne faudrait pas que derrière cela, qu'on se retrouve dans une autre forme de manipulation, qu'on fasse pression au Cameroun pour accepter certaines choses que nous, ici, dans notre constitution, nous n'acceptons pas, et qui sont acceptées ailleurs, et dont le chef de l'État déjà avait classé. Pratiquement, c'est une affaire, c'est un dossier classé, je pense bien, je parle sous le contrôle de mon binôme. Et Pierre Claver. Oui, parce que le chef de l'État avait dit que cette chose-là, chez nous ici, on ne peut pas, elle est inadmissible. Mais là-bas, on peut. Donc ces influences-là, vous voyez comment la mutation a titré. Parce que ces deux problèmes tendent justement à se mélanger. Or, c'est des problèmes purement et simplement différents. Il faudrait qu'on le sache et qu'ils ne viennent pas là pour vouloir peut-être influencer le ministre Atanga. Vous trouvez que c'est un brusque revirement de la part du ministre de l'administration territoriale? Non, c'est eux qui sont venus le voir. Et je pense que là, ils veulent utiliser justement ce couloir diplomatique pour le faire plier. Pas seulement sur les affaires dont ils reprochent au REDAC, mais il y a une autre affaire derrière. Il y a une autre affaire derrière, c'est que le Cameroun devrait adopter leurs choses-là. Et nous, ici au Cameroun, le chef d'État avait déjà classé ce dossier et que... En refusant, par exemple, de ratifier le traité de Maputo. Qui voulait, oui, vous vous souvenez de ça, Pierre Claver? Justement, oui. Donc, autant de choses qui font en sorte que aujourd'hui, ils peuvent aller peut-être poser leurs problèmes au ministre de l'Intérieur, mais pas pour aller gérer justement des influences diplomatiques. C'est vrai que la une de mutation, en ce qui concerne le REDAC, on va dire que c'est une sorte de décryptage hors série, parce qu'on ne l'aurait pas mentionné, mais je salue votre acuité, je salue votre vivacité. Merci. Alors Pierre Claver, pour rebondir et peut-être refermer donc, ce décryptage hors série sur le REDAC, est-ce que vous pensez que Paul Atanga Nji, quand même, pourrait céder à quelques pressions que ce soit ? Quand on lui connaît, quand on se souvient de la fermeté dont il a fait preuve en rapport avec ce dossier. Je ne pense pas que la visite de ces diplomates pourrait faire plier Paul Atanga Nji, qui est reconnu comme étant quelqu'un de très fidèle au chef de l'État et prêt à tout pour le défendre. Cependant, les diplomates sont dans leur rôle. Vous savez, ce machin-là participe à l'imbécilisation des masses critiques africaines et surtout à la distraction de l'élite. Ce qui ne nous apporte strictement rien, encore que nous n'avons rien, parce que c'est l'Occident qui décide de notre sort. Je crois qu'il a eu la politesse de les recevoir. Oui. Il a eu la politesse de les recevoir, et ce qui est une bonne chose, oui. Mais il ne devrait pas avoir la prétention de lui dicter leurs lois. Le Cameroun, c'est vrai, est un pays souverain, entre guillemets, justement à cause des ingérences pernicieuses de ces puissances étrangères, de la diplomatie étrangère dans nos affaires intérieures. Mais sinon, je ne pense pas que cela pourra influencer outre mesure la position du ministre de l'administration territoriale que je disais tantôt, qui est quelqu'un d'assez sévère, d'assez ferme, d'assez rigoureux, que l'on reconnaît comme étant quelqu'un d'assez rigoureux, et qui surtout, malgré que ce soit qu'il s'agisse des pays occidentaux, je ne pense pas qu'il se fera dicter la loi, la ligne de conduite par ces diplomates étrangers. Parce que la question est de savoir qu'est-ce que cela peut rapporter au Cameroun de devenir un État LGBTQI. Moi, je ne pense pas qu'on a besoin de ça. On a besoin nous avons besoin davantage de souveraineté et de développement. Or, notre développement est pris en otage, justement, par ces mêmes puissances étrangères qui, par tous les moyens, nous maintiennent dans la misère. Très bien. Alors, on va donc rester, je pense, à la une de... Non, pas du Messager, mais de Mutation. Eh bien, pour cet autre décryptage, autoroute Yaoundé-Douala,
Ça discute sur les indemnisations. Alors, est-ce que vous avez un avis sur les indemnisations dont parle, dont parle Mutation? C'est un sujet très, 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 très important, les indemnisations. Oui. L'autoroute Douala-Yaoundé s'est arrêtée pratiquement dans mon village, à Biboudi. Et la deuxième phase a été lancée. Mais le problème, c'est les indemnisations. Parce que le trajet de l'autoroute va détruire certains des plantations, certains même des constructions, des habitations et autres. Il va donc falloir calculer tout cela, indemniser cela, pour que l'autoroute puisse passer normalement. Et en rappel, je dois vous dire, pourquoi je dis que c'est un sujet très très important. Parce que ce qu'on appelle au Cameroun l'Aslo Douala Yaoundé, il y a aujourd'hui, jusqu'à ce jour, certains qui ne sont pas indemnisés. Vous imaginez donc que c'est un problème très très important. Alors c'est dû à quoi? Est-ce que les revendications n'ont pas été faites ou alors c'était une mauvaise volonté de la part des concernés? Tout a été fait. Oui. C'est ceux qui gèrent ces indemnisations, ou alors ceux qui ont géré les indemnisations, qui n'ont pas fait leur travail. Certains sont morts avec l'argent des indemnisés dans leur ventre. Ça veut dire qu'ils ont détourné l'argent des indemnisés. C'est ça le véritable problème. Et ce problème d'indemnisation, je me souviens qu'il y a eu une affaire à Kribi un temps où certains hauts responsables sont retrouvés même en prison. Oui. Voilà. Et donc, le projet de port autonome. Voilà. Les problèmes des indemnisations, puisque c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent, et parfois, comme des indemnisés savent que c'est un projet porteur, ils acceptent le franc symbolique qu'on leur donne. Parce que parfois, c'est même sous-évalué. C'est même sous-évalué parfois, mais ils acceptent ça. Mais vous ne pouvez pas sous-évaluer quelque chose. Même pour payer cela, vous n'arrivez pas. Et c'est pour ça que dans certaines zones, mais les populations arrêtent la route. Ils disent que ça ne va pas passer. Et refusent. Comment ils arrêtent la route? Ils usent de quels moyens pour arrêter la route? Ils mettent des arbres sur la route, ils font des barricades. Mais un temps, il y a de cela quelques années, j'étais à Djoum. Mais la route qui a été finalement inaugurée, là, qui va jusque, je crois, au Congo. Mais vous voyez que en ce moment, le goudron s'était arrêté quelque part. Vous voyez même que la route bitumée bifurquait par moment. Vous voyez une maison qui est là, c'est-à-dire qui est accrochée quelque part là, parce qu'ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas, comment dirais-je, détruire cette maison parce que vous n'avez pas payé ces indemnisations-là. Mais après, ça a été fait et cette route-là est passée. Donc, c'est pour ça que le ministre Nganou Djumessi a commencé par justement toucher là où ça fait mal. Il faut que ceux qui sont touchés soient... il faut qu'on les répertorie. Je crois que ça a déjà été fait. Il faut qu'ils soient indemnisés avant qu'on ne commence justement la construction de la deuxième phase. Parce que s'ils ne sont pas indemnisés, justement... On va commencer, on va s'arrêter peut-être à Macaï et puis on ne va plus continuer. Eh bien c'est une bonne action quand même, non? Enfin, c'est une action à saluer de la part du ministre Nganou Djumessi qui voudrait que l'indemnisation se fasse avant le début des travaux pour ne pas que cette situation se perde encore dans les méandres de je ne sais quoi. Elle est à saluer quand même, Pierre Claver. Je suis désolé, ce monsieur-là, je ne peux jamais saluer ses actes parce que... Pourquoi? Parce que j'ai été partenaire de ce projet de l'autoroute Yaoundé-Douala pour le col des Ignons. Donc je connais parfaitement le tracé, je connais parfaitement la configuration de cette autoroute. Je suis passé par là il y a 3 semaines. Très bien. Ça n'a rien à voir avec ce qui avait été fait au début. Il y a par exemple une haie d'arbustes qui sépare les deux voies principales. Elle a disparu, là c'est de la place à la Broussaille. Ça signifie que c'est des projets dont il se sert davantage pour des raisons politiciennes, pour une propagande politicienne. Il a annoncé les travaux sur un an. Même les indemnisants ne peuvent pas prendre un an. Ne peuvent pas. C'est de la forêt.
c'est la forêt. Même si on a fait on a recensé les victimes, on ne peut pas le Cameroun n'a pas l'argent pour les indemniser en un an. Il faut être sérieux. Ça prendra un peu plus de temps? Ça prendra beaucoup plus de temps. C'est son histoire qui va livrer la deuxième phase en un an. Mais c'est peut-être pour ça qu'il s'y prend relativement tôt. C'est-à-dire que pour vider ça, pour vider cette situation-là, pour vider les indemnisations. C'est même pas de son initiative. Ça fait partie des cahiers de charges dans le contrat. Parce que la Chine, dans le contrat initial, avait voulu s'occuper des indemnisations. Et elle a commencé à indemniser. Et au début, donc de PK0 peut-être à PK5, il n'y avait pas de problème. Mais comme il s'agissait d'argent, les Camerounais n'aiment pas voir l'argent. Les Camerounais ont tout fait pour annuler pour retirer cette prérogative à la Chine, sous prétexte qu'ils vont s'en charger. Et voilà le résultat aujourd'hui. Au lieu de construire la route en 2-3 ans, les 100 km sont retrouvés en train d'être construits en 10 ans. Donc, pour moi, c'est du tapage. C'est du bavardage, mais dans le fond, nous serons surpris que ce ne soit rien de ce qu'on nous raconte. Mais alors, que vont devenir les déguerpis, qui vont devenir ceux qui ont été cassés? Il faudrait bien que l'État les indemnise. Et bon, c'est un mourant sans jamais avoir touché 5 francs. Comme l'évoquait Alain. C'est courant. Les gens, vous serez surpris de découvrir que le projet d'exploitation du fer d'Mbalam s'est retrouvé avec des propriétaires à titre foncier qui ne connaissent même pas où se trouvent les monts Mamelles. Vous imaginez ça? Ça, c'est la corruption à tête des degrés au Cameroun, au point où elle pollue pratiquement toute la vie publique. Et on enchaîne donc avec ce second et dernier décryptage. C'est le quotidien sénégalais Walf qui titre « Déclin de la formation politique de Macky Sall, APR, une mort programmée ». Alors, Alain Billon, est-ce que Macky Sall est sur la sellette? Il est donc sur la côte de raid parce que est-ce que c'est véritablement acté que sa formation est en train de décliner? Bon, mais il faut savoir qu'en Afrique, beaucoup de formations ou alors l'adhésion à des formations politiques ne vient pas d'une idéologie bien pensée. Elle vient des cooptations diverses et quand vous avez les moyens, vous vous retrouvez en train de gérer le pouvoir. Je ne dis pas que c'est le cas de M. Macky Sall, de la formation de M. Macky Sall, mais c'est parce que quand même, une formation politique doit survivre non seulement à son fondateur, mais même à son président. C'est-à-dire que si M. Macky Sall n'est plus président de la République aujourd'hui et autres, la formation politique devrait faire une sorte d'autopsie et voir comment elle doit rebondir. Mais si elle est en train de s'assombrir, ça veut dire qu'il y avait un problème de fond, ça veut dire qu'il n'y avait pas une idéologie qui pouvait les réunir. C'est ça le véritable problème. Et là, bon, M. Macky Sall, il a fait tout ce qu'il pouvait. Vous avez vu la raclée quand même qu'il a eu encore pendant les dernières élections législatives. Ça montre qu'ils doivent faire quand même une sorte d'introspection, d'une sorte d'autocritique. Et généralement, ce qui se passe aussi en Afrique, c'est que dans les formations politiques, on n'accepte pas l'autocritique. C'est-à-dire, c'est comme des églises où on doit seulement dire Amen, 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 Amen. Mais ça pèse beaucoup sur une seule personne qui pense que c'est elle seule qui doit penser pour toute une formation politique. Quand vous n'acceptez pas justement les apports des autres, ne fût-ce qu'intellectuels ou bien, je ne sais pas, scientifiques, mais ça pose un véritable problème. Ça fait en sorte qu'à un certain moment, vous pouvez être diminué, à un certain moment, vous pouvez être fragilisé. À un certain moment, même, vous ne pouvez plus avoir la capacité de rebondir. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire aux autres que aidez-moi. Est-ce que ce n'est pas justement cette fragilité qui pousse, par exemple, Macky Sall à se mettre en retrait, en retrait de la formation qu'il a mise sur pied en 2008? Je ne sais pas s'il est
s'il est en train de se mettre en retraite, je crois que peut-être Macky Sall, que nous connaissons quand même très bien, qui est un panafricaniste, je le dis, il ne peut pas se mettre en retraite comme ça. Je crois qu'il est en train de réfléchir. Peut-être qu'il a reculé. Une stratégie de retour. De reculer pour mieux sauter. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, il laisse la place à M. Sonko Ifa de montrer ce qu'ils sont capables. Il a subi toutes les critiques acerbes de ceux-là. Aujourd'hui, ils doivent montrer ce qu'ils peuvent faire du Sénégal. On va voir à la fin de leur mandat et le peuple sénégalais va décider justement. J'espère que c'est ce qu'il est en train de faire. Et je ne pense pas que M. Macky Sall puisse laisser. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine, un parti politique, c'est un patrimoine. C'est pas seulement les hommes, mais c'est l'idéologie qui est importante et qui est centrale pour un parti politique. Mais est-ce que vous pensez, Pierre Claver, que Macky Sall est donc dans une tentative de velléité ou alors que c'est une technique, par exemple, peut-être pour reculer, pour mieux sauter? Est-ce que vous épousez le point de vue d'Alain qui voudrait que Macky Sall ne peut pas volontairement se retirer comme ça et que ce serait une tactique? Je pense pas que ce soit une tactique. Vous savez, la plupart des partis politiques en Afrique ne suivent pas leurs créateurs. Or, on a des pays comme la Chine, on a quand même un pays où le Parti communiste chinois a quand même fêté ses plus de 100 ans. On a aux États-Unis les républicains, les démocrates, c'est des très vieux partis, parce que tous ces partis s'adossent sur des idéologies et non sur la figure, sur la tête du leader. Et c'est systématique. Même au Cameroun, ce sera la même chose. Les partis ne peuvent pas suivre leurs leaders simplement parce que ces partis ne sont pas porteurs de véritables idéologies. Donc, autrement dit, il n'y avait pas de véritable leader dans l'APR. Et surtout l'idéologie. La question, c'est au niveau de l'épaisseur idéologique. Il y a des gens qui sont capables de se sacrifier, pas de se donner la mort, de se sacrifier intellectuellement, financièrement, pour défendre un idéal. Cet idéal-là, dans nos partis politiques, c'est lequel? C'est lequel, accéder au pouvoir? L'accès au pouvoir n'a jamais été un idéal de construction d'une nation. Ça fait partie des leviers dont l'on peut se servir, mais ce n'est pas l'idéal pour la construction d'une nation. Donc vous conviendrez donc avec moi que ce qui arrive à l'APR, c'est tout simplement c'est la conséquence du fait que le parti a fonctionné, non pas sur des bases idéologiques, peut-être sur des bases claniques, tribales, je ne sais pas quoi, mais dans le fond, les militants ne se reconnaissent pas à travers une idéologie fédératrice. Chacun vient chercher sa promotion, son auto-promotion, vient chercher son auto-épanouissement. Et dès que le leader est en difficulté, comme c'est le cas, sinon comment vous pouvez expliquer qu'un parti est quand même resté aux affaires si longtemps sous Macky Sall ait pu en quelque temps perdre de son aura au point d'être battu aux législatives à plate couture par le PASTEF. C'est donc un problème d'idéologie. Et ça, c'est comme je le disais, les partis ne s'adossent pas, l'adhésion aux partis ne s'adosse pas sur une idéologie. L'adhésion aux partis politiques en Afrique s'adosse davantage sur d'autres considérations qui n'ont rien à voir avec l'idéologie. Et l'idéologie sous-tend quelque chose à travers laquelle on se reconnaît en faveur de la construction d'une nation. Mais l'accession au pouvoir, Pierre Claver, pourrait donner une légitimité ou alors les coups des franches pour, par exemple, la construction d'un État, son industrialisation et le bien-être des populations. Je pense que peut-être que je me dis, si on est chef de l'État, eh bien, on a nettement plus de champ d'action. C'est tout ça que je mets sur le plan, sur l'épaisseur idéologique. De l'idéologie. Vous savez, je n'aime pas beaucoup parler des choses qui peuvent vexer les gens. Parce que c'est des analyses profondes que je fais. Ouais. Et je m'inspire des faits. J'aime souvent citer l'exemple Mao Tse-tung avec sa révolution verte. Vous pensez que si Mao Tse-tung, à mi-chemin de l'existence du Parti communiste chinois, n'aurait pas été leader et n'aurait pas vu cette vision sur la révolution culturelle, vous pensez que la Chine serait là où elle est? Non, du tout. Parce qu'il a trouvé la solution sur ce qu'il fallait pour fédérer les Chinois par rapport justement à un idéal. Aujourd'hui, la Chine est devenue un grand pays, c'est grâce à Mao Tse-tung. Et c'est vrai que ça s'adosse sur le confucianisme, mais d'une manière générale, c'est lui qui met tout ça en musique. Aujourd'hui, on ne l'oubliera jamais en Chine, même des siècles après sa disparition. Or, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Les pays sont d'abord soumis, nos dirigeants sont d'abord à la solde de la France.
qui tire le meilleur parti de cette relation incestueuse avec nos dirigeants. Ça signifie que nos dirigeants, en réalité, ne sont pas au service de nos États, des intérêts de nos populations, mais au service des intérêts de ceux-là qui les ont facilité, permis d'accéder au pouvoir. Et c'est à ce niveau, donc, où votre question... Oui, est-ce que la cession au pouvoir c'est sur cette question que vous vouliez rebondir. Oui. Voilà. Est-ce que le fait d'être donc à la tête d'une nation, et c'est pour ça que justement, il faciliterait la construction du pays. Ils ne peuvent donc pas construire le pays parce qu'ils ne sont pas à la tête du pays pour l'intérêt du pays, ils sont à la tête du pays pour servir à maître. Il y a une chose. Je vais dans le même sens que Pierre Claver parce que, voyez-vous, en Afrique, des gens arrivent au pouvoir étant déjà hybride. Oui. Ça veut dire que il est 25% originaire de son pays, je peux dire ça comme ça. Psychologiquement, idéologiquement parlant, et 75% européen. Vous allez construire votre pays comment? C'est ça le véritable problème. La formation d'abord. Nous avons quelle formation? Quand nous pouvons très bien écrire le français plus que Molière, mais que nous soyons incapables de très bien écrire la langue bassa. Vous ne savez pas l'écrire, la langue bassa? Vous savez l'écrire ou pas? C'est un exemple, je dis. Ou bien je parle de Léondo. Quand vous êtes incapable d'écrire votre propre langue. Et c'est une construction coloniale. Vous voyez que nous sommes là. Déconstruire, reconstruire un autre idéal. Et c'est ça qui vous impose le complexe d'infériorité. Parce qu'au niveau culturel, vous n'avez plus de repères. Mais nous pensons que, comme nous sommes en train de très bien parler français là, celui qui ne sait pas parler français, mais il doit être notre esclave. C'est ça le véritable problème. Or, lui, sait écrire même sa langue de Bassa. Moi, ce que je sais écrire, c'est le français. Je pense que je suis supérieur à lui parce que je parle la langue du blanc. Il faut déconstruire cela. Et quand déjà vous arrivez au pouvoir, vous n'arrivez... tous vos discours, vous les faites en français. Vous n'avez pas une communication sincère et sérieuse, intime avec vos compatriotes, où vous pouvez parler une langue que le français, lui, ne peut pas comprendre. Mais vous allez faire comment? Tout cela, parce que notre... Comment on appelle ça? Tous ceux qui nous gouvernent n'ont fait que... n'ont suivi que la formation européenne. Ouais. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il faut rentrer aux sources. Et pour rentrer aux sources, tout commence par la formation. Si on ne commence pas à former aujourd'hui, ici, là, avec notre idéologie, de montrer à ceux que nous formons que quand tu sais bien écrire ta langue, c'est là que tu es plus nécessaire pour ton pays. Écris même très bien chinois, écris même très bien russe, écris même très bien français là-bas. Ça c'est pour eux. Mais commence d'abord à écrire même des livres en ta propre langue, à enseigner les autres en ta propre langue. Il faut savoir que le bien commun du Cameroun, les mines qui sont là, c'est pour les Camerounais. Même quand on arrive à les extraire, il faut que ce soit un bien commun et qu'il ne faut pas le voler pour donner aux Blancs. Il faut se partager avec tes frères. C'est important. Je dis ça terre à terre comme ça pour qu'on puisse bien comprendre. Et Pierre Claver, donc Alain Billon évoque la réappropriation de notre identité et ça passe par la maîtrise de nos langues. Et bien qu'on sorte de ce complexe-là de l'impérialisme. Et vous vouliez évoquer quelque chose également, Pierre Claver? C'est un impératif. Oui. C'est un impératif, mais malheureusement, vous savez, nos cultures sont orales. Elles se transmettent de génération en génération par voie orale. Il y a eu, depuis l'arrivée de l'Évangile, excusez-moi, on a connu une véritable érosion
de nos valeurs culturelles. Parce que les gens se sont retrouvés contraints de détourner le dos à leurs valeurs patrimoniales pour se jeter dans les bras d'une autre culture. Et cela a eu un effet dévastateur. Et vous constaterez que sur le plan socio-économique, ceux qui sont restés ancrés à leur culture s'en sortent mieux que ceux qui ont laissé leur culture s'éroder sous l'influence justement de l'évangélisation. Oui. Vous voyez seulement l'organisation sociale, par exemple, dans la région de l'Ouest. Vous voyez l'organisation sociale dans les autres régions, par exemple la région du centre. C'est juste le jour et la nuit. Même le comportement de ces communautés, des membres de ces communautés, est totalement différent parce qu'ils sont restés eux-mêmes. Oui. Ça, il faut le reconnaître. Que faire donc pour redevenir nous-mêmes? C'est un chantier vaste. D'autant plus que la plupart... C'est une utopie, est-ce que c'est possible? Et ça passe par quoi? Parce que c'est vrai qu'on ne saurait aborder ces sujets-là sans quand même revenir sur le déclin de la formation politique de Macky Sall et embrayer, par exemple, en faisant le parallèle avec les Sénégalais qui parlent très bien le Wolof. Certes, le Wolof est une langue urbaine, mais au moins elle est fédératrice. Oui. Voilà. Elle permet que les Sénégalais se comprennent. Il n'y a pas meilleur exemple que celui que vous citez, là, s'agissant du Sénégal. La langue, c'est le premier facteur culturel, le premier facteur à travers lequel... C'est un symbole, la langue, c'est un symbole d'appartenance. Tous les Sénégalais parlent Wolof. Voilà. Mais ils ne sont pas tous Wolof. Oui, voilà. Oui, ils ont leur langue maternelle. Et ils communiquent à travers cette langue de manière plus efficace qu'en français. Imaginez-vous que j'aille peut-être aux États-Unis, je vois un blanc, un noir, à peau noire, qui me dit good morning le matin, et puis un blanc qui me dit alors Amiega. Je vais comprendre que qui est plus proche de moi. C'est le blanc. C'est ça, la langue, c'est un symbole d'appartenance. Parce qu'il vous a touché. Oui, je vais sentir qu'il est plus proche de moi. Donc il faudrait que, pour qu'on sente, c'est un symbole d'appartenance, et il faut qu'on mette la langue au centre. Au centre, c'est très important. Il faut que, par exemple, dans nos pays, qu'on trouve une langue fédératrice, parce qu'on va se retrouver dans cette langue. Et c'est de cette langue-là, tous les autres traits de culture vont se greffer. C'est de ça qu'il est question. Et on sort donc de l'apprentissage des langues en déplorant quand même la mise au placard de l'APR. C'est vrai que c'était une question qui est posée, c'est un questionnement qui est mis sur la table. Et puis Alain Billon, vous évoquez le fait que c'est possible que Macky Sall soit peut-être en train de replier pour une stratégie. Il sait de quoi il est question. En plus, il est jeune, il n'est pas aussi vieux que ça. Très bien. Bonne tactique de toutes les façons, belle tactique, et bien c'est tout le bien qu'on lui souhaite à Monsieur Macky Sall. Bien, alors notre premier thème, on va donc très rapidement embrayer là-dessus. C'est vrai qu'on est à 11h15. Alors Terral, c'est donc le journal Terral qui a titré « Le maréchal Kaka brise le silence. Les assaillants voulaient me vitrifier ». Alors... Pierre Claver, donc ça veut dire que finalement le maréchal Kaka a mis la main ou alors mis le doigt sur ce qui s'est véritablement passé. Donc la piste de Boko Haram est écartée. Absolument écartée. On en parlait déjà hier, nous sommes en guerre, les pays qui osent s'affranchir l'encombrante tutelle de la France sont dans le viseur de la France avec des complicités endogènes. Et ce sont ces complicités endogènes-là qui permettent à la France de se maintenir, de maintenir son hégémonie sur l'Afrique. Il y a des complicités endogènes qui s'adossent sur des considérations spirituelles et autres. Bref, ce sont ces gens-là qui maintiennent la France à flot en Afrique. La sortie du maréchal nous réconforte quand même parce qu'on a suivi trop de choses sur cette attaque. On nous a même fait croire, j'ai même un média dont j'ai lu le papier, qui a fait croire que c'était des ouvriers qui rentraient dans le chantier. Or, je veux bien que le camion vienne tomber en panne devant la présidence, mais on se rappelle des causes dans lesquelles Sadat avait été assassiné. Justement, il y a un camion militaire qui était tombé en panne devant la tribune, et là où il était assis, les gars ont sauté, ont ouvert le feu sur lui. Donc c'est dommage, mais le maréchal Mahamat Idriss Déby Kaka devrait rester très vigilant, lui et ses fidèles, et associer même le peuple tchadien, tout le peuple tchadien qui vient de lui accorder ses suffrages à cette stratégie. Parce qu'il faudrait qu'on apprenne à procéder à des veilles
je peux appeler des veilles populaires en matière de sécurité. Ça signifie que même les populations peuvent être associées aux veilles sécuritaires. Et ça, c'est important pour des pays qui ont déjà mis le pied sur le starting block pour se débarrasser de la France. Et je crois que s'il a eu l'onction de son peuple à travers son élection récente à la tête de l'État tchadien, ce peuple également a dans la responsabilité de protéger son pouvoir, de protéger le pouvoir du peuple que le peuple lui a donné à travers, en adoptant une attitude responsable et surtout en procédant, en adoptant, en faisant ce que je peux appeler une veille sécuritaire à titre permanent. Parce que les services spécialisés ne peuvent pas tout faire seuls. Il faudrait toujours que les populations se mêlent de certains aspects. Parce que ces gens qu'on a vus là, certainement, là où ils habitaient, certains pouvaient poser des actes suspects. Et le peuple aurait pu, et leurs voisins auraient pu s'en rendre compte et puis signaler aux services spéciaux. Malheureusement, heureusement même, que ça n'a pas tourné au vinaigre et tous ont été abattus. Alain Billon, que pensez-vous donc de la clairvoyance dont fait montre le maréchal Kaka et qui dit « les assaillants voulaient me vitrifier ». Voilà, c'est la deuxième fois que j'entends ce mot « vitrifier » la bouche d'un homme politique. Oui. Je l'avais d'abord entendu de M. Bougie, c'est un Français, qui en 2010 parlait d'une comment on appelle ça, d'une communication entre lui et M. le président Laurent Gbagbo, n'ayant pas justement accepté les injonctions de M. Nicolas Sarkozy. Quand M. Bougie rend compte à M. Nicolas Sarkozy que M. Laurent Gbagbo n'a pas accepté ces injonctions, il avait déclaré qu'il devait le vitrifier. Oui. Aujourd'hui, ce mot revient dans un contexte où, justement, on parle, dans cette tentative de coup d'État, on cite beaucoup la France. Ça veut dire que c'est un mot qui est tellement utilisé. Quand je crois que la communication de M. Mahamat Idriss Déby est une très bonne communication. Parce que quand il utilise, seulement quand il a utilisé ce mot, j'ai compris de quoi il était question. J'ai compris que ceux qui voulaient vitrifier justement Laurent Gbagbo sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Et ils sont encore au travail et ils se retrouvent aujourd'hui au Tchad. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut comprendre que l'ennemi est déjà connu. Et puis, c'est qu'il y a de la manipulation. Les jeunes là qui ont été arrêtés, sont manipulés. Il y a de la manipulation. C'est pour cela que, heureusement, qu'on ne les a pas tués tous. On ne devait pas, justement, cette communication ne devait pas être aussi claire. Parce qu'on n'aurait pas toutes les informations. Ceux qui sont restés là, je crois les 4 ou bien les 5, ont été justement... il fallait en faire des prisonniers pour exploitation. Il fallait les exploiter. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont été exploités et de leur exploitation aujourd'hui, on connaît le commanditaire. Quitte à nous aujourd'hui, ou alors quitte à M. Kaka, de comprendre que il est un élu. Un élu défend la cause de ceux qui l'ont élu. Et un élu défend la cause de son peuple. Et il doit comprendre que c'est les Tchadiens qui l'ont élu. Il doit comprendre que autour de lui, je peux dire que tout n'est pas ça. Surtout le service de renseignement a failli. Vous ne pouvez pas arriver jusqu'à la porte de la présidence comme ça.
sans que si un service de renseignement travaille, vous êtes même encore très loin. Donc, à des centaines de kilomètres. Alors, si vous étiez à la place du maréchal, vous commenceriez par virer le service de communication, virer le service de renseignement, virer le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question parce que le renseignement a failli. Le renseignement prévisionnel devait déjà dire qu'ils sont à 100 km. Ou bien même à 1 km, ou bien même à 50 mètres, mais jusqu'à arriver à la porte. Mais peut-être que ça a été fait au regard donc de la vélocité, de la vigilance, de la rapidité de réplique, d'attaque. Non, mais c'est pas. De la je suis d'accord qu'il y a eu la réponse, mais je pense qu'il ne devait pas se laisser surprendre. Oui, et jusqu'à la porte, les gens entrent. Est-ce que c'est sérieux? On entre comme ça là-bas. Je n'ai jamais été au Tchad, mais je ne pense pas que dans une présidence de la République, mais je m'imagine ce genre de choses. C'est impossible. C'est pas possible sous d'autres cieux. Ça ne se passe pas comme ça. Je pense que le renseignement a failli et il va falloir qu'il tire les conséquences de cette faillite-là. Oui. Il faut aussi qu'il sache et que nous sachions que nous avons un ennemi. Comment? C'est cette France-là. Elle nous a tellement... Qui veut vitrifier tous les chefs d'État qui ne sont pas soumis. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, ces chefs d'État qui pensent qu'ils sont là pour le bien-être de leur peuple, qu'ils sachent qu'à tout moment, ils peuvent passer à la vitrification. À tout moment. Et donc, ils doivent prendre des mesures pour que le bien de leur peuple soit au-dessus de tout. C'est de ça qu'il est question. Je crois que M. Kaka, sa communication est venue quand même éclaircir beaucoup de choses parce qu'on a essayé, on a même failli ne pas voir ça, que bon, c'est des choses, d'autres disaient que c'est des travailleurs. On a voulu nous éloigner du sujet et heureusement, il est revenu justement planter le curseur au centre. Et dire les termes, dire ce qui s'est réellement passé, eh bien, le Tchad a donc, on va dire le Tchad, notamment N'Djamena, a échappé à une vitrification. En fait, alors, vitrifier signifie, c'est un verbe transitif, c'est un verbe transitif qui signifie rendre vitreux par fusion et par extension, eh bien, détruire entièrement une ville, un pays, par des bombes nucléaires. Donc je pense que c'est cette traduction qui se rapproche nettement plus des événements qui ont... Le mot de Nicolas Sarkozy, il a ce mot-là. Depuis que j'entends parler de ce mot, ça m'énerve. Oui. C'est à partir de ce moment, je le voyais comme quelqu'un d'élégant, mais malheureusement, c'est un mauvais type. Très bien. Alors, il faut dire qu'il nous reste 3 minutes pour vider la méthode de Sonko Diomaye qui inquiète, et puis la réinvention de l'obligation de se réinventer de la CEDEAO face au retrait de l'AES. Eh bien, c'est le professeur, je vais revenir sur son nom, eh bien, qu'il a dit, c'est une citation, ce n'est pas forcément parole d'évangile, mais c'est clair que la CEDEAO doit se réinventer, Pierre Claver, parce que l'AES insiste, persiste et signe, c'est terminé avec la CEDEAO. Eh bien, mais on ne peut pas accepter de rester dans un ménage qui est contre-productif pour soi. Même les maris les plus têtus, les épouses les plus têtues finissent par se séparer. Surtout lorsqu'on trouve mieux ailleurs. Bon, la Conférence des États du Sahel s'inscrit dans cette dynamique. La CEDEAO elle a commencé par faire du chantage, par menacer d'attaquer ces États-là. Aujourd'hui, elle est essoufflée. Et je crains davantage que la cohésion au sein de la CEDEAO vole en éclat. Parce qu'il y a des pays comme le Ghana qui commence à montrer une certaine sympathie vis-à-vis des États de la Confédération du Sahel. Donc, observons encore quelques temps, mais je pense que c'est plutôt la CEDEAO qui va voler en éclat d'ici là. Et ceux qui ont fait de cette organisation une organisation vassale aux intérêts de l'Occident, surtout de la France, n'auront qu'à continuer leur sale manœuvre pendant que les autres se seraient déjà affranchis de l'influence de la France. Donc je pense que ça ne devrait surprendre personne.
la CEDEAO n'aura jamais le coup. Mais si la fois n'est pas capable de se réinventer, comment vous pouvez imaginer que la CEDEAO puisse se réinventer? C'est pas possible. Dans la CEDEAO, le dos au mur, la CEDEAO devrait plutôt commencer à réfléchir sur la pré-CEDEAO, parce que ce qui est certain, après le départ et le refus du Niger, du Mali et du Burkina Faso de revenir dans la maison, le refus est formel. Le refus tient par rapport à leur souveraineté. On ne peut pas œuvrer pour construire sa souveraineté et se compromettre encore en rentrant dans une organisation qui ne fait pas de la souveraineté son credo. Je crois que la CEDEAO bientôt sera au bout du rouleau comme la France, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'elle aura un dernier sursaut, la CEDEAO Madame, Alain Billon, le chien ne change jamais la façon de s'asseoir. Ce sera impossible. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est plutôt que certains pays membres de la CEDEAO puissent comprendre qu'il est temps de passer à autre chose et qu'ils rejoignent plutôt l'Alliance des États du Sahel qui est ouverte, qui a replacé justement les textes fondamentaux de la CEDEAO en leur sein. C'est pour ça qu'ils sont partis. Ils ont vu que on a enlevé les textes fondateurs de la CEDEAO pour les mettre sous le boisseau et prendre les textes français qu'ils voulaient pour manipuler justement, pour tenir tous les pays, les mettre sur la table. Et les pays de l'AES, ils ont dit que la démarche qu'ils ont entreprise est irréversible. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus revenir. C'est pour cela que même aujourd'hui, on venait de parler du Tchad. Il faudrait que le Tchad soit plus fort parce qu'il est entouré des gens qui ne veulent pas justement... et justement, est-ce qu'on pourrait dire sans se tromper que le Tchad est en route vers l'AES? C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, le Tchad doit plus que jamais accélérer son adhésion à l'AES pour qu'il soit justement plus fort. Et quand le Tchad va rejoindre l'AES, vous savez et vous comprenez que le Centrafrique va suivre et peut-être aussi en Afrique centrale, on va comprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'à ce prix, je vous assure, à ce prix, qu'on pourra faire quelque chose. Mais sans cela, si nous restons divisés, attendant les subsides de la France, attendant les prêts... Tirer du pillage de nos ressources naturelles. Justement, attendant les prêts des institutions de Bretton Woods et autres, nous mourrons comme des chiens. Très bien, messieurs. Donc, pour terminer, en 45 secondes, la méthode Sonko Diomaye qui inquiète. Pourquoi ce duo fait-on couler de la salive qui déclenche une véritable levée de bouclier? Est-ce qu'ils inquiètent négativement ou alors c'est une inquiétude qui est saine et qui devrait en fait prendre de la graine aux adversaires en face? Bon, moi je trouve que ça ne m'inquiète pas parce que je trouve que c'est deux jeunes qui ont de la matière et ils viennent d'arriver au pouvoir, ils apprennent. Et il faut quand même, ils sont là, ça ne fait même pas encore un an. Je crois que seulement l'annonce de M. Faye que les bases françaises partent de son pays, c'est dire quelque chose de très important. Il faut être courageux, surtout au Sénégal, parce que le Sénégal, je peux dire que c'est une base française en Afrique. Et malgré que le ministre français des forces armées a dit que, de la défense a dit que le départ des forces françaises n'a rien à voir justement avec les relations entre la France et l'Afrique. Ça veut dire que c'est-à-dire que le fait que les bases françaises ne sont pas le seul lien que la France a avec l'Afrique et que ça n'a rien à voir forcément avec les bases militaires. Il peut dire, parce que si vous avez les gouvernants, ceux qui dirigent, qui sont pro-français, même si on enlève les bases françaises, ça ne va rien. Toujours l'influence de la France sur l'Afrique. Pierre Claver, un dernier mot, l'inquiétude de l'inquiétude que suscite le tandem de choc Sonko Diomaye, et puis cette sortie des Français qui prétend qu'il n'y a pas que les bases militaires pour continuer pour maintenir le lien de la France avec l'Afrique.
Je pense que le tandem Sonko-Djoma fait, c'est le tandem gagnant actuellement en Afrique, c'est même le tandem de l'année 2024. Bien entendu, ils ne feront jamais l'unanimité parce que les France-Africains sont toujours en pole position au sein de nos sociétés et on les retrouve pratiquement dans toutes les strates de notre société. Ceux qui trouvent à redire sur leur manière de gérer leur pays sont justement ceux-là qui cherchent la petite bête. Mais à mon avis, moi je suis satisfait de cette manière dont les deux-là évoluent, de cette manière dont ils coordonnent les affaires du pays et de cette manière dont ils se sont partagés les responsabilités. Parce que ça c'est important. Nul n'est assez intelligent pour imaginer gérer un pays tout seul. Ces deux-là représentent une dynamique pour le peuple sénégalais et beaucoup d'espoir. Parce que personne parmi eux ne peut se targuer pour dire que c'est moi qui ai décidé. Mais ils se concertent pour décider au-delà du fait que Sonko est Premier ministre et Djoma est président de la République. Donc il y a beaucoup d'humilité, beaucoup de compréhension, beaucoup de quête d'efficacité qui enveloppent leur magistère. Pour l'autre question, c'était... Oui, c'était cette sortie de la France qui prétend que, il n'y a pas... Enfin, la France n'est pas liée en Afrique que par les bases militaires. La France est un État menteur. Les Français sont essentiellement des menteurs et des roublards. Même quand ça leur fait mal, ils vous diront que ça leur fait pas mal. Pour le moment, nous, les panafricains, nous savons que ça leur fait mal. Et c'est un coup dur qu'on nous sommes en train de leur porter. Et nous en sommes satisfaits. Qu'ils gardent même les relations, même les vassaux sur lesquels ils comptent là. Ils ne sont pas éternels. Ils vont aussi partir, seront remplacés. Parce que plus le temps passe, plus il y a une conscience africaine qui se consolide et qui auprès des masses critiques. Et c'est de ces masses critiques qui seront, justement, auprès de ces masses critiques qui seront suscités le leader dont l'Afrique a besoin. Donc, ils continuent à raconter leurs bêtises, ça les regarde là-bas. Très bien. Je vous souhaite un agréable week-end, messieurs. Et au plaisir de vous retrouver lundi prochain. Alors, Alain Billon, vous êtes le directeur de publication du journal L'Afrique en marche. Et vous, Pierre Claver, vous êtes le patron de African First Crown et de Horizon Nouveau, dont on lit de temps en temps quelques-unes ici, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et j'espère que la semaine prochaine, on aura ces deux unes ici pour apporter les lumières. Ça, c'est ce qui est certain. Au regard de l'évolution de l'actualité dans le monde, je pense que celle qui est en chantier sera incendiaire. Alors tous aux abris. Tous aux abris. Lundi, ce sera, je ne sais pas si les confrères vont accepter la programmation. Chers téléspectateurs, shukran infiniment de nous avoir accordé votre si belle attention. Nous vous souhaitons un agréable week-end. Mais ne zappez pas, restez sur les programmes de For You Télévision. Quant à Presse à la Une, elle revient lundi lorsqu'il sera 10h30 sur le canal 326 par exemple de CanalSat. Portez-vous bien, excellent week-end encore. Shalom.